Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Ça parle de gens extraordinaires, de motos extraordinaires. Et ce soir, des motos extraordinaires, il y en a un paquet. Non, c'est pas un apéro dédié au Godier Genou, au Kawasaki de course. Je suis avec quelqu'un qui se définit comme un bricoleur. Je pense que c'est énormément de modestie et de simplicité. On est chez Gérald, de Gérald Moto, qui est en fait à la tête d'une collection, même s'il l'appelle pas comme ça, d'une accumulation de motos de course, toutes historiques, toute véridique. Gérald, merci de nous recevoir chez toi, en train de monter le réservoir de cette Kawasaki. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Kawasaki, Gérald ? C'est une moto unique, c'est une moto qui arrivait en 1981, exactement comme cela, avec un double bras oscillant arrière, ouais. Colonne de direction démontable pour pouvoir changer la chasse, anti-plongée, vraiment énormément d'innovation, parce qu'il faut se rappeler que depuis 1976, c'est uniquement Honda qui est numéro 1 en championnat du monde. Avec les RCB, c'est ça, non ? Avec les RCB, avec Chomarin, Léon, toutes ces personnes. Et donc, depuis 1975, il y a Godier et Genou qui essayent de faire des Kawasaki pour combattre la hiérarchie de Honda. Et Kawa, là, se lance dans le grand bain. Ils font une première moto d'usine, c'est cette machine, la toute première moto. Elle arrive en 81. Et il essaye, en gros, 15 jours avant la course au Castellet. Et Raymond Roche essaye cette moto avec le double bras oscillant. Il fait 2 tours, il dit c'est impossible, ça ne tient absolument pas du tout la route, on arrête tout de suite. Ouais. Donc cette moto-là, elle est mise dans un coin. Ils reprennent le châssis de 1980, ils prennent tout la fourche qui est quand même très très bien, et ils font toute la saison 81 avec cette moto, avec l'ancien châssis et la nouvelle fourche. Durant l'hiver 81-82, cette équipe française décide justement de refaire un bras oscillant. Donc là, ils redécoupent le cadre, ils mettent un ancrage pour pouvoir mettre un bras oscillant classique comme à l'époque. Et avec cette machine, ils font l'année 82. Et Kawasaki devient champion du monde avec Chomarin et Cornu, avec cette machine. Avec ce bras oscillant complètement Shadok à l'arrière. Non, avec le bras oscillant classique ça, c'est complètement... que l'on peut voir dans une revue japonaise que j'ai réussi à avoir. Ouais. Voilà, exactement, avec le bras comme cela. Ça, c'est tel qu'elle était en 82. En 82. Quand elle est championne du monde. D'accord. Et le bras oscillant, je reviens dessus parce que ça me paraît complètement loufoque. Ça n'a pas marché, c'est complètement débile. C'est typiquement la fausse. C'est-à-dire que déjà, avec 2 articulations, déjà, c'est pas terrible. Là, il y en a 2, 4, 6, 8... 9, il y a 9 articulations différentes, donc bien sûr, c'est pas rigide. Mais nous, chez nous, la seule chose qui nous importe, c'est vraiment d'avoir les machines telles qu'elles sont arrivées, raconter vraiment l'histoire de la moto comme elle a été. Et bien sûr, on a cherché le mouton à 5 pattes, on a bien sûr remis ce bras oscillant, même s'il n'est pas le mieux pour pouvoir gagner un championnat, au moins elle est comme elle est arrivée en 1981, quand elle est arrivée directement du Japon. Gérald, dans ce qu'on entend, dans ce que tu nous dis, il y a plein de choses. Il y a d'abord le souci absolu de respecter ce patrimoine et l'aspect historique et véridique des motos de course. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais en fait, le jeune Gérald, quand il est tout petit, il commence à avoir une passion pour les 2 roues. Et dès le début, tu optimises. Toi, ce qui te plaît, c'est la belle pièce. En fait, si tu étais non pas dans la moto, mais dans la sculpture ou dans l'art, tu serais un collectionneur d'œuvres authentiques de Léonard de Vinci, du Caravage et d'autres. Voilà, exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la beauté de l'article. Et déjà, je travaillais énormément quand j'étais tout gamin. J'ai commencé à travailler à l'âge de 7 ans, donc je commençais à gagner de l'argent très très tôt. Et donc, dès que j'ai 14 ans, j'ai suffisamment pour me payer moi-même, c'est pas mes parents, je me paye moi-même mon Testi tout neuf. Au bout d'une semaine, il a le réservoir polyester, il a le pot de détente. Je me le fais voler. Tout de suite après, je me rachète le même Testi que je prépare là beaucoup plus. Et après, on arrive à 16 ans. 16 ans, le permis moto à l'époque, c'était grosse cylindrée. Au début, je ne peux pas m'acheter de grosse cylindrée. Je commence avec des 125 Yamaha.
que je plie, hein, c'est l'époque du jeu Barty. Ouais, donc on roule à fond partout, tout le temps. À fond partout, on voyait un tout petit point très très loin, il fallait le doubler. Ouais, bah c'est normal, c'est la vie ça. Ouais. Donc des chutes. Et dans un accident où je ne suis pas du tout en tort, c'est une voiture qui me fout en l'air, j'ai une assurance corporelle qui me donne de l'argent et je peux m'acheter enfin ma 750. Une voiture que tu as traversée par les portières hein, quand même, on le précise. Voilà, ouais. Et tu t'en es sorti. Et je m'en suis sorti, mon copain beaucoup moins bien. Ouais. En tout cas, ça me fournit de l'argent et je commence à m'acheter ma première 750 Suzuki. C'est l'époque de Barry Sheen. On arrive en 74, il y a la toute nouvelle 4 cylindres qui arrive. Et bon, je suis bien sûr amoureux de toutes ces machines et j'ai vraiment pas du tout dans l'idée de pouvoir avoir une moto comme ça. Et de fil en aiguille, je fais énormément de choses à l'époque. Je traîne sur tous les marchés, toutes les bourses en Europe. Je vends du pneu pour une entreprise qui s'appelle Gérald Moto. J'importe énormément de motos. Je cherche partout des motos de compétition, des pièces de motos de compétition. Et c'est comme ça que je commence. À l'époque, les motos de compétition, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'elles ont une première vie avec le pilote officiel, puis une deuxième avec un privé qui a moins de thunes. Elles finissent en championnat de France, puis dans la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, que l'on salue au passage. Et puis au bout de 4 ans, ça vaut le prix du métal. Et toi, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Toi, tu es fasciné par ça. C'est vraiment le côté, c'est l'artisanal et l'œuvre d'art encore qui est derrière ces motos qui sont optimisées, plus performantes que les motos de série. Néanmoins, à l'époque, tu es un motard pratiquant, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de motos, tu te déplaces beaucoup en moto. Tu m'as même dit avoir acheté une moto de course et avoir fait de la route avec, une de tes premières. Raconte-moi un peu cette histoire de cette Martin. Enfin, je suis toujours fanat depuis le début du bricolage. Hein. Je suis un bricoleur de moto, comme je dis toujours. Alors, je suis pas d'accord avec ça, mais on en parlera. Et donc, ma 750 GT, bien sûr, en 76, Suzuki incline les amortisseurs. Ma 750 GT de route, elle a les amortisseurs inclinés, elle a un réservoir selle comme la 750 TR. Et toujours dans cette optique-là, Boulogne-Saron arrive en 76 avec finissent deuxième au championnat du monde. Je laisse malheureusement tomber le deux temps. Ça c'est ta passion, ta vraie passion, c'est le deux temps quand même? Non, ma passion, c'est tout ce qui marche très bien. D'accord. Tout ce qui est sublime. Et donc, je laisse tomber le 2 temps pour le 4 temps, excusez-moi certaines personnes. Et je me monte une 900 kW aux couleurs Gaudier Genoux, avec moteur préparé, arbre à cam, grosse rampe de carbu. Déjà, à cet âge-là, je me taille dans de la masse, mes leviers pour qu'ils soient plus longs. Je fais absolument tout. Jantes, tout ce qu'il faut à l'époque. Il n'y avait pas encore les époxys. Je peins mes jantes en époxy, cadre en époxy. Ça n'existait pas à l'époque. Et donc, cette moto, je me la fais voler quelques temps après. On arrive vers les 77 déjà. 78, je me balade au Bol d'Or. Et il y a un nouveau prototype que fait Martin, le 4 périmétrique, avec un moteur full Yoshimura, boîte, tout le moteur. Et là, c'est ce que tu me disais, pendant la course, le moteur casse. Et donc, je vais voir Georges et je lui dis, tu la vendrais pas la moto? Bien sûr, il la vend. Et je la reconditionne, moi, pour la route. C'est-à-dire que je rallonge un tout petit peu l'assise pour être à deux dessus avec ma copine de l'époque. Et on roule avec cette Martin hyper préparée. Elle avait des papiers, une carte grise on l'a immatriculée. Elle était immatriculée sur route à titre Martin. Et tu me disais, à l'époque où les moteurs avaient des motos de 80 chevaux, la tienne en faisait 120 et tu les dépassais. C'est-à-dire que je m'amusais à être à côté quand ils étaient couchés sur la moto. Je descendais un rapport parce que j'avais des rapports bien longs et je repartais comme une balle. Ça, c'est des joies simples qu'on aime tous. Voilà. Exactement. Et tu dis jusqu'en 84, tu pratiques beaucoup la moto. Et 84, c'est un peu un changement de rythme, c'est-à-dire que tu te consacres encore plus à tes activités professionnelles. Et là, tu commences à
accumuler, c'est ça, c'est le mot, on peut dire ouais, ça, disons que... ou à chiner, à chercher, tu achètes, tu revends, mais toujours avec cet intérêt pour les motos de course qui, encore une fois, à l'époque, intéressait. Au tout début, je retrouve vers 82, 83, je retrouve une 750 GT, tout premier modèle comme j'avais, et j'aimais bien ces motos avec tous les chromes, et là, en 83, ça devient les peaux noires, et donc je commence à m'acheter quelques motos, H2, Samouraï, toutes ces motos. Et quand je m'achète ces motos, je m'achète une première moto que je retrouve, c'est la Kawasaki Performance de Ballington Baldé, qui est en piteux état, hein, comme toutes les motos de course de l'époque. Elle a fait plusieurs saisons. Et je commençais à la reconditionner, et au travers de ça, c'est quand même très très beau les machines de course. Ça m'a tellement fait rêver avec Roberts, Sheen et tous les autres. Tu assistais au Grand Prix, tu allais voir les pilotes, tu allais voir les courses et tout. Quand je roulais, je faisais tous les Castellet, Bol d'Or, Grand Prix, Moto Journal, Spa, tous les trucs autour. Quel pilote t'impressionnait le plus à l'époque? À 750 GT, Barry-Sheen. D'accord. Non, mais c'est non, mais c'est logique. Pourquoi? Parce que c'était ton premier choc un peu émotionnel sur ces motos-là? À l'époque, on se baladait dans les paddocks, on n'avait aucun problème, ça n'a rien à voir avec maintenant. C'était une grande famille. Et j'étais tout gamin, moi, faut se rappeler. Hein, j'ai 16, 17 ans et je demande des autocollants. Je vois Frank Sheen et petit à petit, à chaque fois, je le revois, on se cause et il a un fils qui s'appelle Barry Sheen, donc on devient copains. Stéphanie, la copine avec qui j'étais justement avec la Martin, là, tout ça, on est une grande famille quoi dans le paddock. Bien sûr, il y a Baldé, il y a tout le monde. Hein. Enfin, tout ça, on est toute une bande, quoi. C'est ta vie à l'époque, quoi. Ouais, c'est ma vie, et puis moi, je rêve devant les motos. Jean-François, il a les KR usines, il a des trucs monstrueux, quoi. Et à l'époque, on pouvait les acheter à peu près facilement, une ex-moto de course ou... Les compés clients, on arrivait à les trouver, c'était dans des sommes raisonnables, très raisonnables. Hein. J'ai acheté une partie cycle complète de TD3, c'est-à-dire que les 4 cams, les pots de détente, tout, j'ai acheté ça 300 francs, c'est-à-dire 45 €. À l'heure actuelle, les 45 €, une TD3, ça se vend entre 15 et 20 000 €. C'est mieux que le livret A, je pense. C'est des trucs de fou, quoi. Donc moi, j'achetais. Et par contre, c'est vrai que j'avais quand même du mal à gagner de l'argent parce que je n'arrêtais pas de bosser. Mais à chaque fois que j'achetais une moto, j'avais quand même dans la tête, je me disais, putain, mais quel abruti je suis, j'ai encore mis de l'argent là-dedans, ça vaudra jamais rien tout ça. C'est seulement parce que j'aime ça et ça ne vaudra jamais rien. La roue, elle a un peu tourné. C'est une passion, c'était une obsession, c'était une obsession, j'étais fou de ces motos. Il y en a qui collectionnent les timbres. Je rêvais toujours d'avoir cette 750 Suzuki, j'étais avec ma 750 GT. Dans Télépoche, il y avait une photo de la 750 TR, premier modèle. Mais je bavais devant ça. Voilà. Et aujourd'hui, tu en as 3. Ouais, maintenant j'en ai 3. Mais je rêvais de ça, mais c'était un truc de fou quoi, dans la tête. Je rêvais, mais c'était impossible à avoir, c'était inconcevable. Pendant des années, je me suis baladé en homme sandwich là, avec un panneau, je cherche toute pièce de moto de course, toute moto de course, puisque je commençais à avoir pas mal de motos. À l'époque, Yamaha compé client, c'était pas trop dur à trouver. À l'époque, je commençais, j'avais déjà 25 bicylindres Yamaha et 9 750. D'accord. Ça se trouvait. Des 750, mais TZ. T'as eu 9 750 TZ. Ouais, quand même. J'ai eu 14 750 dans tout au long de ma vie. Alors tu m'as dit, dans tout ton parcours, je ne vais pas dire carrière, mais ton parcours, tu as eu plus de 1000 motos de route que tu as vendues. Oui, parce que la raison, c'est que j'étais dans tous les pays, surtout en Italie. Et à l'époque, on était quelques Français et j'étais surtout quasiment le seul Français à racheter plein de motos italiennes. Les motos italiennes, elles avaient 3000, 4000 km. Elles étaient neuves, les motos. Et donc, je les ramenais par camion.
Et je les revendais sur les brocantes en France et ça marchait très très bien. Mais sans arrêt, je faisais 4 marchés en Italie à l'année et ça faisait 100 motos par an que je ramenais. Quand je dis moto, c'est-à-dire 2 roues, hein, parce que je parle du Vespa à la Goldwing. Hein. D'accord. Et ça tournait et au milieu de ça, de temps en temps, il y avait des machines de course. Donc des machines de course, j'en ai eu à peu près 250. D'accord. Et aujourd'hui, il te reste une cinquantaine? Aujourd'hui, il me reste une cinquantaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais des motos de course, parce que ça coûte quand même très très cher, hein, une machine, faut pas rêver. Hein. Et je vendais 3-4 machines de moindre importance et je m'achetais une moto de mieux. Quoi. Une moto de course. Mais j'ai pas toujours choisi mes motos. Hein. C'était aussi le coup de bol. Je voyais une annonce. J'avais pris l'habitude de ne pas réfléchir, aller l'acheter. Et après, je réfléchissais si ça valait le coup. C'est le temps de réfléchir. De toute façon, il y avait quelqu'un qui avait acheté la moto. Alors toi, ce qui te plaît, c'est l'histoire, c'est l'authenticité. Tu es quasiment un gardien du patrimoine. Tu allais jusqu'à envoyer les numéros à des représentants des marques pour être sûr de l'authenticité de la moto, etc. Et toutes tes motos sont authentiques, évidemment. Bah je me bats pour ça. Voilà. Et il y a une autre particularité, c'est qu'en fait, tu as des doigts en or et tu es capable de tout refaire sur une moto. Bah si, moi, tu vois, je regarde un outil et je creuse le trou de la sécu, tu vois. Donc entre toi et moi, il y a un gros écart. Tu es capable de refaire des roues, tu es capable de refaire des fourches, tu es capable de refaire des moteurs, des allumages, etc. Ouais, enfin, avec l'aide des copains, là, il y a André qui est là. C'est lui qui usine toutes les pièces. Oui, d'accord, mais j'ai une tête, un gars incroyable, Claude Galdemar. Je comprends même pas ce qu'il me raconte. Il parle une langue. Mais lui, il voit un ECU, un allumage électronique. C'est comme s'il voyait un fil d'eau qui suit le truc, comme nous, on voit un fil d'eau qui suit le truc. Lui, il imagine tout ce qui se passe, les diodes qui vont changer. Mais tu sais savoir bien s'entourer, c'est un talent, hein, c'est une compétence. Il y a, bien sûr, il y a Daniel Pascal, ex-mécanicien sur les motos d'usine, un gars en or, c'est lui qui m'a refait ce moteur, il me refait pas mal de moteurs. La Yamaha de Roberts, là, on était embêtés avec les vilebrequins, il m'a recalculé tout ça, parce que le vilebrequin de la 500 Yam d'usine, c'est un système bizarre de plusieurs possibilités dedans. On arrive à pouvoir décaler les poulies de 0,14 degrés, c'est-à-dire il y a 360 degrés dans un cercle. On arrive à pouvoir jouer sur 0,14 degrés en jouant sur les dents. Donc on arrive à mettre les poulies en face. Il y a 2 vilebrequins sur la 500 Yamaha. Enfin, je parle un peu ma langue. Non, j'aime bien. Et donc il y a 2 vilebrequins qu'il faut absolument appairer pour qu'ils allument exactement en même temps. Et donc il y a 2 systèmes de poulies qu'il faut absolument mettre que les 2 vilebrequins soient ensemble. Et donc, c'est un truc, un casse-tête. Une chadoterie absolue. Et donc, il faut vraiment des hommes comme ça. Bien sûr, les grands copains qui m'ont filé un coup de main, il y a Guy Coulon, il y a Jackie Germain. Oui, tu as des grands Coulon, à la fin des années 80, me demande est-ce que tu veux qu'on monte chacun une 750 CR kit? J'ai dit, bah ouais. Bien sûr, avec lui, je risquais rien. D'accord, très bien. Tu as des motos qui vont des années 60 jusqu'aux années 2015? Ma plus ancienne, c'est une CZ de 1963. Alors, on la regardera tout à l'heure. Il y a quelques années, j'ai acheté une moto GP et après, j'ai racheté chez Avintia Kawasaki. Une autre moto GP. J'aime bien, tu peux la redire, j'ai acheté une moto GP, c'est tellement cool à dire comme phrase. Qu'est-ce que tu nous as racheté il y a quelques années? Et donc après, j'ai racheté toute l'écurie. C'est-à-dire que j'ai racheté tout ce qui restait jusqu'au dernier prototype qui est en train de se faire refaire le carbone. Il y en a qui c'est le maquillage. Là, on refait le carbone parce qu'il a été transformé, bidouillé, comme toutes les motos. Hein. À la fin, c'est des trucs pas possibles. Et donc, c'est le dernier Kawasaki. Qui a roulé Kawasaki, donc Japon, qui a couru en catégorie Rennes. D'accord. La moto de 2015 et le dernier pilote, c'est Aigarter qui roule avec. La moto de course ultime pour toi, c'est quoi? Tant que ça marche. La moto de course ultime, une RC 213, une Ducati 2022, 2023. Pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a au mieux. Bientôt dans ton garage? Non, c'est impossible. C'est impossible. Toutes tes motos sont roulantes? On se bat justement avec tout le monde autour.
Là, justement, Claude est en contact avec le gars de l'époque, Gilbert Michou, pour essayer de refaire le CU comme il était, l'allumage, parce que bien sûr, le CU, il y a plein de choses qui ont cramé là-dedans, tout ça. Donc on est en train de tout repenser pour refaire l'allumage. Le moteur, on n'a pas eu trop grand-chose, on a remis des pistons. Comme ça se faisait à l'époque, hein. On reste vraiment dans l'optique d'époque. Hein. Bien sûr, on pourrait, comme le faisait Flavio Frighi. Flavio Frighi est un gars qui refaisait des Kawasaki. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était des machines qui marchaient très bien. Donc, il prenait, par exemple, des cylindres de 500... Enfin, de Cagiva. Il faisait une enveloppe de H1R autour, et il avait des H1R ou même des A7R. A7R, c'est une bicylindre à distributeur rotatif. Il recreusait, il refaisait les carters carrément pour passer des énormes transferts. Lui, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir des motos qui marchent bien. Nous, on fait pour que la moto soit exactement comme elle était à l'époque. Donc là, comme je disais, on a rechangé les carbus, mais c'est dans la conception du moteur. À l'époque, les moteurs se refaisaient constamment. D'accord. Ça demande des compétences particulières, comme de faire tourner une TZ, une moto d'usine. La faire tourner, rouler avec ou Non, la faire démarrer, la faire fonctionner. Ouais, c'est... disons que... après, c'est comme quoi, toi, quand tu démarres ta Royal Enfield, t'as l'habitude. J'ai prêté plusieurs fois des machines de course à des copains, et ouais, ils n'arrivent pas à partir. Je sais pas, on a l'habitude de... C'est une habitude quoi. Qui se crée. Avec la 750e, je comprends pas, mais le poignet doit être en corrélation avec le cerveau. On a le traction control qui est branché. Ça marche comme ça, c'est une habitude quoi. Toi, ce qui compte, c'est que les motos soient en parfait état, qu'elles soient strictement conformes à ce qu'elles étaient à l'époque, et puis qu'elles roulent. Tu vas sur beaucoup d'événements, tu fais rouler les pilotes d'époque sur leurs motos d'époque. Ça crée pas beaucoup mais de quelques-uns quand même, ça crée une émotion particulière. T'as fait rouler qui récemment sur sa 500 d'usine 500 d'usine, la 750 d'usine, il y a Ago, que je prête, à qui je prête souvent. Enfin, des copains en qui je suis sûr. Philippe Coulon, je lui prête chaque année une moto, c'est des bons copains. Marco Lucinelli, j'ai sa moto, il est très content de la prendre. D'ailleurs, l'an dernier, je voulais pas lui prêter, il m'a cassé les pieds pour que je lui prête. Pour que tu lui prêtes, et il a quand même fini par rouler avec. Il l'a eu, bien sûr. Voilà, mais avec les pneus de l'époque et tout, donc c'est pas les pneus de l'époque, mais ils avaient 10 ans. Parce que j'y avais déjà prêté en 2013, et j'avais pas changé les pneus, donc je lui ai dit non, Marco, je peux pas te prêter la moto et tout. Mais il me dit en italien, mais si, je veux cette moto, donc j'ai été obligé de lui laisser quoi. Il m'a dit je vais rouler doucement et tout. Très bien. Quelque chose d'intéressant, c'est que donc tu te peut-être un peu moins aujourd'hui, mais tu t'es déplacé à une époque jusqu'à 28 événements par an pour montrer tes motos, les faire rouler, etc., pour participer justement à cette conservation du patrimoine. Le monde de la moto de collection, c'est un monde un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de fausses motos qui circulent, et toi tu te bats contre ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de répliques qui ne sont pas toujours estampillées comme étant des répliques, et tu te bats contre ça, ça ne se voit pas que des amitiés. Ah ouais, c'est sûr que j'ai énormément de gens qui ne m'apprécient pas dans le milieu. Moi, je me bats justement pour l'histoire de la moto. C'est pas du tout le côté financier. D'ailleurs, plein de gens me disent « Ah, mais tu as une fortune ». J'ai pas une fortune, j'ai de belles histoires dans le garage. Qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gars qui montent des répliques pour se faire voir, beaucoup pour les revendre. Il y a des magasins là qui montent des Kawasaki et des répliques, je peux pas citer leur nom, mais enfin, beaucoup de gens qui sont là pour l'argent. Et là, par exemple, j'ai racheté, en gros, il y en a une en Savoie, une H2R, mais là, j'ai racheté l'unique, en gros, H2R Kawasaki. Dans les paddocks, on en voit toujours 4 ou 5. Les mecs, oui, c'est une H2R. Des défauts, s'il y en a une cinquantaine en France, c'est ça, non?
En gros, ouais, une cinquantaine, je peux pas compter. Ouais, il y en a peut-être 30 comme une centaine. Ouais. Après, il y a des gars qui ont carrément un châssis de route, qui mettent un habillage en polyester. Ouais. Ils osent s'inscrire sur les programmes d'événements. Ouais. Ils écrivent H2R. Ouais. Ça veut plus rien dire. D'accord. Et les organisateurs laissent faire ça? Oui, bien sûr. Eux, ce qui compte, c'est qu'il y ait des motos qui roulent et que le public... Oui, et le public, de toute façon, n'y voit pas n'y voit rien du tout. Ouais, d'accord, on est dans Parce que moi, je passe ma vie à me documenter. Quand je monte une moto, je passe quasiment un tiers du temps à me documenter auprès des mécaniciens de l'époque, de toutes les photos. Avec une photo, j'arrive avec des heures et des heures de patience à même voir la couleur de la vis et à reconnaître si c'est de l'alu ou du titane. Chaque vis, je connais par cœur. Ouais. Alors, tu disais que tu as toute une collection d'archives, tu as des journaux moto qui remontent aux années 20, enfin voilà, 1920. 1900. Voilà, en gros, j'ai dans la tête comment les ingénieurs voyaient leurs motos. Kawasaki, Honda, Suzuki, ils ont tous un freinage de vis. Ouais. Je connais tout par cœur. Et par exemple, Kawasaki mettait un écrou contre écrou. Ouais. Suzuki mettait des écrous crénelés. Ouais. Chacun avait son système. Et donc tout ça, je l'ai dans la tête. Je sais exactement comment leur procédé de fabrication. Là, quand j'arrive sur les Kawa, on ne voit pas au premier coup d'œil, mais là, toutes les vis sont en alu, perforées, anodisées en champagne. Tout ça, c'est exactement comme c'était à l'époque. Les carters sont en magnésium inférieur, tout ça, tout est fait exactement comme c'était à l'époque. Toutes tes motos sont roulantes. Tu as roulé sur toutes tes motos ? J'ai pas roulé sur toutes les motos, mais sur beaucoup. Sur beaucoup, laquelle est la plus incroyable à rouler? Les plus simples, vu que je me traîne, les Kawa MotoGP, il y a le traction control, il y a tout. On arrive à plus de 300, enfin j'ai été chronométré dans le petit bout droit au Castellet à 318. Pas mal. On appuie sur le frein, on sent, surtout en Grèce. En Grèce, il y avait un freinage et il y avait vraiment une épingle qui faisait demi-tour. Et donc, on arrivait à 320 en gros. Ouais. Et là, tu freines, tu vois que la fourche, elle plie, elle rentre quasiment en dessous. Le pneu, il se comprime sur la route, il accroche, c'est un grip de folie. Ouais. Tu te sens vraiment en sécurité. Tu sors de la moto, tu prends ton virage, mais tu es en sécurité, quoi. C'est incroyable. Donc ça, c'est des jouets. Sur les vieux de temps, qu'est-ce qui est sympa à rouler? Moi, j'aime bien toutes les 750 Yamaha. Il y a une addition à clapet. Ouais. Et donc, je peux ressortir d'un virage à 4000 tours. C'est en gros comme une 750 H2 qui, au lieu d'avoir 72 chevaux, a 130 chevaux. Mais autrement, c'est le président du Club TZ disait que tu peux aller chercher le pain avec une TZ 750. Ouais. Enfin, il y a encore mieux. J'ai la 500 de Roche, là. Ouais. Alors là, c'est pas dur. Hein. Il y a une vingtaine d'années, je me baladais en ville avec, je m'arrêtais au feu rouge, etc. Avec la 500 de Roche. Ah ouais, avec la 500 Honda. Mais il n'y a pas trop de bruit, mais ça repart comme une LC, quoi. Ça repart à 3-4 000 tours, on repart. Il y a un petit nuage de fumée, mais ça passe dans la circulation quasiment. Ah bah, il faudra tenter l'expérience. On va voir les motos qu'il y a dehors. On en a sorti. Alors, on n'a pas pu tout sortir parce qu'il y a plus de 50 motos. Elles sont toutes authentiques, toutes avec une histoire incroyable, toutes avec un palmarès. Si on fait ça, Fred, salut Fred, derrière la caméra, va nous en vouloir beaucoup. On en a sorti 5 qui sont peut-être pas les plus représentatives, mais qui, moi, me paraissent intéressantes dans ta collection. On va commencer peut-être par la Butte. Ouais. La Butte, qui est une moto, il y en a combien d'exemplaires? Il y en a eu 3 exemplaires. Les 3 exemplaires sont passés chez moi. L'histoire de la Butte, c'est Offenstadt, qui est pilote moto jusqu'en 1962. De 62 à 69, il est pilote en voiture jusqu'en Formule 1, je crois. Et donc, il a des conceptions automobiles et il essaye de ramener ça à la moto. Son but, c'est de faire une moto 100% française. Et au début, il commence avec des 3 cylindres Kawasaki. Il fait des coques un peu dans ce style-là.
C'est encore des moteurs Kawasaki. Après, il essaye de faire des moteurs en endurance. Ouais. Il commence à faire des Yamaha et après des moteurs de sa conception avec des cylindres qu'il fait fondre, enfin culasse, tout maison. Et donc la dernière évolution, c'est celle-ci. Il y en a eu 3. Comme je disais, les 3, elles ont été chez moi dans les années 90. J'avais racheté toute l'écurie à son fils. Ouais. Avec mon panneau. Ouais. Je me baladais un jour sur une brocante. Le gars, il me dit bah, si tu veux, je suis le fils de Pépé et je vends tout. Ah bah, j'ai dit ouais. Je prends. Alors, cette moto, au premier abord, on voit ce train à vent qui est quand même très étonnant. En fait, ce qui est curieux, c'est qu'en théorie, les trains à vent non conventionnels, donc pas avec une fourche, ça marche mieux, mais ça n'a jamais vraiment réussi à s'illustrer en GP. Pourquoi, en fait? Côté frein, c'est-à-dire bah, je sais pas, en fait, en théorie, quand tu écoutes les ingénieurs, ils te disent effectivement, ce truc-là a moins d'inconvénients qu'une fourche traditionnelle. Néanmoins, ça n'a jamais réussi à s'imposer. Ah ouais, non, mais c'est... Oui. Donc, c'est quoi le point de blocage de cette innovation? Le point de blocage, c'est exactement le même système que la Kawasaki. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un système d'anti-plongée qui se fait par les biellettes, là. Ouais. Et on voit très très bien la biellette qui va chercher sur le bras de fourche. Quand on freine, l'avantage, c'est que la fourche ne s'enfonce pas parce que ça bloque la suspension. Ouais. L'énorme défaut, c'est que ça bloque la suspension. Ouais. Donc, d'un côté, on gagne un tout petit peu. D'un autre côté, on n'a plus de suspension dans les freinages. Tu gagnes au freinage, mais tu perds en feeling en courbe. Après, on arrive sur les bosses avec la fourche bloquée. Quoi. Donc, c'est ingérable. Ouais. Autre Shadowcree, 2 cylindres, 4 carbus. Ouais, ah ben ça, c'est Pépé, même Pépé dit que c'est une ineptie. Ouais, c'est-à-dire que ce qu'il voulait, c'était absolument rentrer le maximum de mélange gazeux. Et donc, il avait cette admission un peu normale et il rajoutait un carbu. Ça, normalement, c'est des Gürtner. Hein, carburateur français, monsieur, jusqu'au bout. Et donc, c'est les mêmes que sur les motos Mikuni, mais il y avait 4 carburateurs Gürtner qui envoyait tous les flux gazeux dans le vilebrequin. Le gros problème, c'est que les 2 flux se croisaient et ça ne peut pas marcher. Ouais. On rentre plus de gaz, mais il se bloque à l'entrée, donc il n'y a pas plus de gaz. En fait, et ça s'engorge un peu. T'as roulé avec ? Oui, j'ai roulé avec. C'est comment rouler, ça ? On vient de la remonter et justement, elle doit être essayée par des journalistes étrangers. Oui. Quand on ferme les yeux et que l'on roule, on pense être un peu sur une moto. Et quand tu les ouvres... Ah, mais après, c'est l'enfer, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Pourquoi c'est l'enfer? Parce que c'est quoi, sur le feeling de l'avant, sur la souplesse de la Non, mais autrement qu'on roule, par contre, on est complètement coincé. La position, j'arrive pas à sortir de la moto. Ouais, d'accord. Les genoux sont sous le menton, trop coincés. Et là, on voit très très bien que de toute façon, sortir, on est coincé. Ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas, d'accord. Bon. C'était la conduite à la Guilleux, par contre. Guilleux a fini quand même 4e avec un moteur Yamaha. Il a fini 4e du Grand Prix de France. Ouais. C'est quelles années, ça, rappelle-nous? C'est la fin de la conception, 78, et Guilleux est 4e au Grand Prix de France en 79. D'accord. Bon, très bien. Et après, il y a des évolutions. Les autres coques ont reçu moteur en tandem, Rotax. Ça a continué jusqu'en 82 avec des gars, avec Villemain, avec quelques autres personnes. Et ça s'est arrêté. Et Offenstadt est toujours omnubilé par ces histoires de train à vent. Donc ouais, il commence à revenir un peu là-dessus et il commence à avouer que il y a quand même des lacunes. D'accord. On passe à une autre moto. Tu nous as raconté dans ta jeunesse avoir été fasciné par les 750 Suzuki. Ouais. Voilà, là, tu as la moto de Jack Findlay quand même. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ce Excusez du peu. reportage. C'est-à-dire que moi, j'avais ma 750 GT et comme je disais tout à l'heure, la photo dans Télépoche de cette moto. Donc le rêve, mais enfin le truc inaccessible, hein, je rêvais, je savais très bien que c'était impossible, de trouver cette machine avec le vraiment premier modèle, avec la selle ronde. C'est pas encore le modèle 73, hein, c'est vraiment le modèle 72, le 73 est très très légèrement tronqué, les étriers changent. Là c'est vraiment le modèle 72. Et Suzuki a encore un 4 cam, et justement ils prennent la même roue qu'une 750 Honda Daytona, une CR avec bien sûr le moyeu en magnésium. Et un jour je me baladais, comme je te disais, sur toutes les brocantes européennes. Je suis à Imola, il est 6h du mat.
Et j'étais un homme sandwich. Partout, c'était écrit dans toutes les langues, bien sûr. Je cerco tutti i pezzi da moto da corsa. Et donc 750 TR, machin. Et il y a un gars qui me dit, oh, si tu veux, viens me voir tout à l'heure, j'ai une 750 TR. Je me dis, bon, c'est un guignol comme tous les autres, parce que ça, c'est introuvable. Et j'arrive sur son stand, il avait une 750 TR, et il blaguait pas, le gars, il avait vraiment la vraie moto. Donc, elle m'a coûté très cher, hein. Très cher. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Vers 95, en gros. Ça valait déjà cher à l'époque? Parce que j'imagine que justement, oui, enfin, j'ai échangé contre une 700 TZ. Oui, mais tu en avais 14, donc... La 700 TZ, j'en avais plusieurs, je m'en fichais un peu. Et ça, plus quand même beaucoup de sous, quoi. Ouais, d'accord. Mais il me la fallait, donc... C'est quoi l'historique de cette moto, son palmarès, etc. Jack Findlay, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il y a l'écurie italienne, la Sayad, l'écurie Suzuki, qui depuis 69, moi j'ai la moto de 70, la 500 Suzuki, que je t'ai fait voir qu'il m'a fallu 36 ans pour la monter. Pour la faire. Depuis toujours, ils préparent des machines de course, donc des machines d'usine. Ils ont l'aide de Suzuki Japon. Et en 72, il y a cette moto qui arrive et il y en a une en Italie, enfin deux, hein, une pour Guido Mandracci et une pour Jack Findlay. Et ça, c'est la moto de 72, le vraiment premier modèle. Une œuvre d'art, tout simplement. Une œuvre d'art, pour moi. Une œuvre d'art. En parlant d'œuvre d'art, derrière, tu as un truc qui marche un peu salement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'il y a le plus facile dans ta collection, c'est ce qu'il y a le plus facile à rouler, en fait. Ouais, à rouler, hein, c'est-à-dire à ma manière. Oui, en fait, le moteur, c'est une base de ZX10 ou c'est... oui, c'est quand même sérieusement tapé, non? Ouais, en 2014, on avait la possibilité de prendre une base aussi de route, mais enfin, de route, il n'y a plus rien de la machine d'époque. Hein. C'est comme si on compare un TD3 et un RD Yamaha. Le moteur a été... C'est quoi? C'est un moteur de Superbike? C'est préparé, c'est encore autre chose. C'est au-dessus du Superbike. C'est préparé par Akira en France. Le châssis arrive du Japon, comme ça. Et puis après, Akira retransforme encore. Enfin, la machine, elle arrive comme ça. Et après, elle est, selon tous les circuits, elle change à chaque circuit, quoi. D'accord. C'est-à-dire ça c'est une des motos de 2014. Il y en avait deux pour Di Meglio, deux pour Barbera. Ça, c'est une de Di Meglio. Ouais. Ça fait combien de chevaux, ça? 240. 240. Et en suspension, c'est compliqué à régler tout ça, ou tel que c'est là? Ça va, non, ça va. Par contre, il ne faudrait jamais casser parce que il y a les fourches Showa et amortisseurs Showa usine qui sont en contrat avec Kawasaki. Et bien sûr, je peux, même en connaissant quelqu'un chez Showa, je ne peux avoir aucune pièce d'amortisseur. D'accord. Tout ce qui est dans les machines de course, là, c'est introuvable. Parce que il faut qu'on se débrouille pour tout faire. Pour tout refaire, d'accord. À la suspension, il y a Daniel Pascal qui s'occupe pas que des moteurs, qui s'occupe des suspensions, qui s'occupe depuis qu'il a fait les Dakar, il sait refaire n'importe quel type de... Et ça, pour démarrer ça, il faut une équipe d'ingénieurs, 12 ordinateurs, où tu mets la clé, bim, et c'est parti. Longtemps avant, Claude a préparé tout sur ordinateur. Et après, oui, quand on arrive en grille de départ, ça paraît simple. Mais il y a toute une procédure à respecter avant. Avant, Claude me rentre sur chaque rapport le nombre de tours limité, toutes les données pour le shifter, j'y comprends rien. D'accord. Donc oui, ça faut une équipe autour de ça quand même pour la faire. Ouais, bien sûr. D'accord, ça marche. On est ici, Gérald, avec la plus vieille moto que tu aies dans ta collection de motos de course, une moto tchèque, une CZ. On sait que les ingénieurs tchèques, à la fois en voiture et en moto, étaient des mecs excessivement brillants avant que le rideau de fer ne leur coupe un peu la chic. Cette moto, qu'est-ce qu'elle a de particulier? À l'époque, les motos d'usine, il n'y avait quasiment rien. Et là, on sort d'une époque des 4 temps. Là, il commence à prendre un monocylindre 2 temps à double allumage, ce qui est quand même assez rare. C'est une technique qui est employée en aviation. Et donc, ils se débrouillent parce qu'ils n'ont vraiment pas de moyens. Ils font un châssis autour de ce moteur qui est vaguement inspiré du cross. Ils récupèrent une fourche sur la 125 Twin 4 temps de 1959. Ça, c'est la fourche de la 125 de 1959. Avec la selle aussi.
Et si jamais tu achetais Moto Magazine, oui, j'en ai au bureau. Ouais. Tu saurais que l'ancien propriétaire de cette moto, qui voulait la moto la plus compétitive de Tchécoslovaquie, ouais. Il était marié, une famille, et il a vendu sa maison. Il a dit avec sa femme, viens, on s'en va de la maison et j'achète la CZ. Et donc en 68, ouais. Le gars qui voulait la machine la plus rapide, ouais. Il vend sa maison pour acheter ça. Ça, dans les années 60, c'était quasiment ce qui est le plus performant ou... En Tchécoslovaquie. En Tchécoslovaquie, d'accord. Et mon détail justement de faire strictement d'origine, ouais. Je cherche sur les photos, et la découpe de la bulle n'est pas la même que sur les japonaises. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as vu la 350 Honda d'usine, ouais. La bulle vient quasiment oui. 15 cm en arrière. Ouais. Le détail, c'est ça, c'est-à-dire que je passe des milliers d'heures sur les photos pour exactement remettre en configuration d'origine. Là, toutes les vis sont en laiton, les rivets sont en cuivre. Tu vois, on retrouve encore les petites fixations des pays tchèques, quoi, ouais. De câbles. Tout est exactement conforme. Le carburateur vient d'où en fait? C'était pareil, c'était du produit tchèque aussi. Normalement, c'est un Jikov à cuve séparée, oui. Donc c'est du russe, ouais. Et là, pour pouvoir rouler, c'est un grand mot, hein, parce que c'est inroulable. Pourquoi c'est inroulable? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand on conduit, on a une vibration qui part de chaque guidon. Ouais. Qui monte dans les bras, les deux vibrations se rejoignent là et tu as le cerveau qui vibre. D'accord. C'est-à-dire que j'ai roulé, j'ai fait 200 mètres et tu ne vois plus, tu ne peux plus réfléchir. Faut essayer, faudrait que tu essayes. Tiens, on va démettre moi un petit coup d'essence à la poussette, puisque tu roulais en ville avec la 500. Ah ouais, la 500 Honda. Ça fait quoi comme, parce que moi je me rends pas compte, début des années 60, un 2,5 comme ça, en puissance, on est à quoi, la louche? Ah, j'ai pas d'idée. On est quoi, sur une quarantaine de chevaux? Ah non, même pas, si on est sur 25 chevaux. Mais ça marche à 180, 200 déjà? Ça marche à quoi? Ah, on est quand même dans les tout débuts, c'est encore le mono, ouais, 170, 180 quoi. Ouais. Pas du tout comme une TD2 qui roule à 225, 240 km/h. 180 avec le cerveau qui vibre, ça doit te faire des belles émotions déjà. Ouais, c'est bizarre, mais enfin ouais. C'était ça là, à l'époque. Hein. Ouais. Enfin, faut se rappeler que c'était autre chose, hein. Il y avait des morts à chaque course. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me bats justement pour préserver toute cette histoire, parce que c'est l'histoire réelle, justement pas l'histoire des répliques, mais l'histoire réelle et un truc de... Et pour rendre hommage aux gens qui se sont dépouillés pour faire rouler ça, tu as même les numéros frappés sur le réservoir, et ça, tu sens bien que c'est de l'artisanat hein, quand même, hein, tout ça, c'est vraiment... Ah bah tout est fait à la lime. à la lime, à l'unité, etc. Gérald, on va terminer cette visite chez toi, on aurait pu y passer des heures, voire des nuits, parce qu'il y a tellement, il y a de motos incroyables, je pense qu'on reviendra. Faut en refaire, pour moi, le Graal, alors... C'est peut-être une question de génération, tu vois, moi je m'intéresse à la moto, toi j'ai 18-20 ans au milieu des années 80, je m'intéresse à la moto, pour moi une 500 2 temps c'est le top absolu, c'est le Graal absolu d'une moto de course parce que la puissance, la violence, la sonorité, la légèreté. On n'est pas du tout dans les espèces d'avions de chasse que je respecte aussi beaucoup, mais qui sont devenus les MotoGP d'aujourd'hui. Pour moi, ça c'est la quintessence de l'idée de performance sur deux roues. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça déjà. Et puis ça, c'est la moto authentique de Kenny Roberts. J'étais d'ailleurs un peu naïf, je pensais même que les 500 étaient... Quand est-ce qu'ils sont passés au V4? Là, c'est un 4 en ligne. Hein. Alors là, c'est le dernier modèle de 4 cylindres en ligne. En 1980, Kenny Roberts est encore champion du monde pour la 3e fois sur l'OW 48. Là, ils font une dernière tentative, c'est-à-dire qu'ils inversent les 2 cylindres extérieurs. C'est-à-dire qu'on garde toujours la configuration de l'année d'avant, mais les 2 cylindres extérieurs sont retournés, les carbus sont devant, les échappements derrière. Et les deux, là, tu as les carbus derrière. Et donc, dernière course que fait Kenny Roberts, c'est les 200 miles d'Imola avec cette moto. Cette moto reste en Italie. Elle est rachetée par un pilote italien connu dans le monde de la moto, Guido Pacci. Donc il l'achète pour courir en 83. Malheureusement, il a un accident mortel en essai Honda au Japon. Donc la moto reste un peu dans la famille.
Et il y a un sidecariste qui est le lien justement dans tout ça. Un sidecariste qui s'appelle Franco Martinelli, qui était très bon en Italie, qui cherchait un moteur pour son sidecar et donc il rachète la moto à la famille Pacci, lui étant décédé. Il prend le moteur, il le met dans son sidecar et vers la fin des années 90, un gars qui traîne un peu partout en Europe se ramène chez moi, il me dit « Ah tiens, toi qui cherches les motos de course, il y a ça à Turin. » Et je vois la moto, oui, je reconnais tout de suite. Et donc le lendemain, avec l'argent en espèces, je suis à Turin. D'accord. Et j'achète cette moto-là et de fil en aiguille, j'apprends de plus en plus son histoire. Et voilà, c'est vraiment une moto... T'as roulé avec? Oui, oui. Fais-nous rêver, c'est comment un 500 de Grand Prix à rouler? Ah ben, c'est-à-dire que cette moto-là, pour sortir des stands, je suis obligé de faire cirer à 10 000 tours. Sinon, ça part pas. Sinon, ça part pas. D'accord. Et Okay. dans les virages en dessous de 7000, réellement, à 7000, si je suis en dessous, le moteur il cale. D'accord. Et j'imagine que la première est super longue, donc 7000 en première, t'es déjà, c'est pas une épingle. C'est très très dur. D'accord. Très très dur à conduire. Par contre, dès qu'on arrive à 11 500 à 12 300, alors là c'est un avion de chasse, la moto, elle veut décoller. Ça sort combien de chevaux ça, une 500 au début des années 80? 120. Ça, c'est une des anciennes encore. Ça doit avoir 135, 140 chevaux. Quoi. Ouais, pour 115 kilos. 115 kilos. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Non, mais toutes ces machines, ce qui me font rêver, là, c'est que du titane, du magnésium, que des matériaux nobles. Là, on voit sur l'amortisseur de couple, il y a plus du tout de matière. Il y a vraiment, c'est découpé autour des vis. Il y a vraiment la matière minimum. D'ailleurs, sur la 750 Yamaha d'usine, à Valencia, en Espagne, j'ai explosé l'arrière. Parce que les motos étaient conçues pour faire une saison de course. Oui. Et pas pour rouler 30 ans après, ou 40 ans après. Ouais, là, c'est pour ça que je mets des années et des années à remonter les motos, parce que tous les matériaux sont usés, et dans les casiers que tu voyais tout à l'heure, là, il y a toutes les pièces originales, mais je suis obligé souvent de reprendre des nouvelles pièces, quoi, de reconstruire. Grâce à André, grâce à tout le monde. Ouais, c'est une passion, c'est une obsession. On aurait pu rester des heures chez Gérald parce qu'il y a 50 motos toutes avec une histoire et des anecdotes incroyables. On restera là-dessus, qui pour moi, peut-être pour toi aussi, reste un peu le Graal de la moto de compétition, plus de 130 chevaux, 115 kilos. Ce type se prétend comme étant un bricoleur. Moi, je pense que c'est un sacré conservateur du patrimoine de la course moto. On ne te remerciera jamais assez pour ça, Gérald. Merci en tout cas de nous avoir montré une partie de ta collection. Dites-nous ce que vous pensez de ces motos de course et qu'il faut revenir, retirer les ailerons, revenir au lieu temps. Moi, je suis plutôt pour en fait, en vrai. Voilà, soyez prudents. On se retrouve dans d'autres émissions sur la chaîne Motomag. Merci à Fred qui a fait un gros boulot là, pour monter cet apéro qui dure un temps record. Bisous sur le casque et à très bientôt sur la chaîne de Motomag. Merci encore Gérald pour nous avoir ouvert ta collection.